Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézev, et aujourd'hui je vous souhaite une excellente année 2018. Et pour commencer cette année, nous allons faire un Poké Savoir sur la fusion. Ah, vous aussi vous pensez que non? Bon, on risque d'en décevoir quelques-uns, cette vidéo ne sera pas une théorie bâclée en expliquant que la fusion sera le prochain mécanisme de gameplay dans les jeux Pokémon. Mais pourquoi, professeur Savoir, il y a tellement de raisons pour introduire la fusion? Hormis le fait que cela créera un gros plagiat envers Yu-Gi-Oh!, la fusion est réintroduite dans l'univers de Pokémon trop de fois de manière indirecte, comme vous le verrez dans cette vidéo, pour être un vrai mécanisme de gameplay, tel que la méga évolution ou les attaques Z. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 807 Pokémon. Et avec des calculs très poussés, ça donne ça de possibilités. Mais professeur Savoir, il suffirait juste d'introduire ce mécanisme que pour quelques Pokémon. Oui, en effet, mais le problème c'est que des méga évolutions, il n'y en a eu que 48. Ce qui ferait que le nombre maximum de Pokémon pouvant potentiellement fusionner se limiterait à 7, ce qui ferait 49 possibilités. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte, par exemple la nature de quel Pokémon sera prise en compte, les stats, les IV, les attaques. C'est pour ça que je pense que la fusion ne sera jamais mise dans les jeux Pokémon en tant que mécanisme à part. Mais avant de réellement commencer ce Poké Savoir, j'ai envie d'éclaircir un petit point, qui sera forcément une évidence pour la plupart d'entre vous, mais on sait jamais pour les 2-3 du fond. Loup-garou crépusculaire n'est pas une fusion. Mais non. Bon, on va se calmer un petit peu pour vous expliquer pourquoi loup-garou crépusculaire n'est pas une fusion. Oui, j'ai vu des théories tourner sur le net qui affirmaient ça. Yumi balance quand même les quelques arguments qu'on voit sur net. Bon, d'accord. Mais professeur Savoir, loup-garou crépusculaire a design à mi-chemin entre loup-garou nocturne et diurne. Et en plus, il peut apprendre leurs deux attaques exclusives. Cela ne confirme que le fait que loup-garou crépusculaire soit une forme à mi-chemin entre les deux. Et si loup-garou crépusculaire aurait vraiment été une fusion, cela impliquerait que lors de l'évolution de Rocabo en loup-garou crépusculaire, il faudrait les deux autres loup-garou, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, mais dans l'animé, lorsqu'on voit le Rocabo de Sacha évoluer en loup-garou crépusculaire, justement, on voit que Tocopillon a dû utiliser l'énergie vitale de loup-garou diurne et nocturne. C'est vrai que cette scène peut prêter à confusion, mais tout ce que fait Tocopillon dans cette scène-là, c'est utiliser attaque Vampi-Baiser qui draine une partie de l'énergie de l'adversaire. Dans cette scène, on voit que le Rocabo est complètement amoché, il veut faire ça justement pour le soigner. Et en plus, ce que la plupart des gens oublient, c'est que dans cette scène-là, Tocopillon a également drainé l'énergie de Sacha. Ce qui voudrait dire que selon certains, loup-garou crépusculaire est une fusion entre loup-garou diurne, nocturne et Sacha. Ce qui n'a strictement aucun sens. Bon voilà, c'était le point éclaircissement. Maintenant commençons vraiment ce Poké Savoir. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, la fusion est apparue trop de fois de manière indirecte pour être un vrai mécanisme à part. Comme nous pouvons le voir avec certaines évolutions. Bon, pour le cas Magnity, il n'y a pas vraiment de réel truc à expliquer. Pareil pour Topiqueur, ils ne font que s'assembler. Mais il y a un cas intéressant que j'avais envie de traiter dans cette vidéo, c'est celui de Terral. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit dans le Pokédex de Metang qu'il résulte de la fusion entre deux Terral. Bon, personnellement, lorsqu'on me parle de fusion entre deux Terral, en toute bonne foi, je vois ça. Donc ça m'a amené à une petite théorie. En fait, je pense que Terral est tout simplement cette boule-là. Et que le reste de son corps n'est qu'un objet qui a été attiré par son magnétisme. Parce qu'on sait que Terral est beaucoup associé au magnétisme. Selon la théorie, en fait, lorsque Terral évolue en Metang après avoir accumulé beaucoup d'expérience, en fait, cette boule-là, elle grossit afin d'évoluer. Et lors de son évolution, elle crée encore plus de magnétisme qu'avant, ce qui attire un autre Terral et se fait totalement absorber. Et absorbe également son cerveau. Et son magnétisme devient de plus en plus puissant, et ainsi de suite jusqu'à devenir un méga Métalos. Ce qui appuie ma théorie, c'est qu'on sait que Terral est décrit comme le Pokémon boule de fer. Oui, mais professeur Savoir, comment expliquer que comme de par hasard, la couleur de la boule de Terral et de son bras soit exactement la même, et ce même en shiny. En effet, là, c'est le seul vrai contre-argument à cette théorie. Je pourrais partir très loin en expliquant que le magnétisme de Terral soit très spécial et n'attire que ces objets-là, mais ce serait de la totale mauvaise foi. Bon, maintenant nous allons parler des cas beaucoup plus évidents. Tout d'abord, nous allons partir à Alola pour croiser Necrozma. Lui aussi a le droit à des sortes de fusions. La forme crinière couchant lorsqu'il fusionne avec Solgaleo, et la forme aile de l'aube lorsqu'il fusionne avec Lunala. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur ce système de fusion au final, parce que toutes les phases sont expliquées dans le jeu, mais nous allons quand même faire un bref récapitulatif et ensuite approfondir le sujet. Tout d'abord, Necrozma, lorsqu'il est sous sa forme normale, il a besoin de lumière. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir les plus grosses sources lumineuses d'Alola en tant que Pokémon, qui sont Solgaleo et Lunala. Du coup, il va s'infiltrer dans leur corps afin d'absorber toute la lumière. Et lorsque le processus d'absorption est enfin terminé, il peut se transformer en Ultra Necrozma avec sa lumière datant. Ça, c'est la méthode au naturel. Ensuite, il y a la méthode lorsqu'on a capturé Necrozma et le Pokémon légendaire de la version. On doit tout d'abord forcer la fusion entre Necrozma et le Pokémon légendaire grâce au Necrosol ou au Necroluna.
pour donner les deux formes de Necrozma. Ensuite, grâce à l'Ultra Explosion où nous donnons de la lumière à Necrozma grâce à la Force Z, nous pourrons accélérer le processus d'absorption de la lumière et le forcer à la transformation en Ultra Necrozma. Car on sait que la lumière émanant de la Force Z est exactement la même que celle d'Ultra Necrozma. En fait, le comportement de Necrozma est totalement calqué sur les vers parasites. Mais qu'est-ce qu'un ver parasite? Un ver parasite, c'est un parasite qui s'introduit dans les corps pour ne pas y faire que du bien. Et puis, il peut y faire un petit peu ce qu'il veut. Et même certains de ces vers peuvent prendre le contrôle de certains insectes. Et c'est ce côté-là qui est inspiré de Necrozma. On sait que lorsqu'il fusionne avec Necrozma, les Pokémon légendaires sont totalement incontrôlables, comme nous le dit le Pokédex. Ce qu'il y a d'assez intéressant avec ça, c'est qu'on sait qu'il y a un de ces vers qui s'appelle le Dracunculo, qui veut dire petit dragon. Ce qui pourrait potentiellement expliquer pourquoi Necrozma est un dragon. Maintenant parlons du premier cas de fusion officielle dans la licence, la fusorption de Kyurem avec Reshiram ou Zekrom. Donc là, comme avec Necrozma, nous allons faire un bref récap, et ensuite j'ai une petite théorie à vous proposer grâce à ça. Dans un premier temps, lorsqu'on plante le pointon ADN sur Kyurem, on fait augmenter sa chaleur corporelle, jusqu'à lui faire fondre ses membranes, qui lui permettent de faire revenir Reshiram ou Zekrom à leurs états de galet, pour ensuite pouvoir fusionner avec et s'approprier les cellules de Reshiram et Zekrom. Oui, mais merci, ça on le savait déjà. Cependant, j'ai une question. Pourquoi forcément faire revenir Reshiram ou Zekrom au stade de galet? Ça, c'est très probablement pour lui permettre d'avoir une domination sur le Pokémon légendaire en question. Et en plus de ça, on sait que la plupart des informations de la fusion viennent du Kyurem d'origine, par exemple sa nature et ses IV. Bon, il est très probable que dans ces galets, il n'y a pas la totalité des cellules du Pokémon légendaire en question. Parce que par exemple, le Kyurem noir devrait théoriquement avoir le type dragon, glace, électrique, tandis qu'il n'a que le type dragon et glace. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il n'a pas le type électrique. Et comme on a pu le voir, techniquement c'est pas vraiment une fusion au sens propre. Et c'est ce qui m'amène à ma théorie, je pense que dans la licence Pokémon, il existe des fusions entre Pokémon et objets. Et ce depuis longtemps comme vous pourrez le voir. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi dans le 15e film, Kyurem peut changer de forme à sa guise. Et je pense qu'en réalité c'est cette fusion qui explique l'évolution de certains Pokémon par objet unique. Par exemple, cas explicite, pour évoluer, Rhinophéros a besoin du protecteur afin de devenir un Rhinastock. Et oui, comme vous aurez pu le remarquer, les plaques oranges sur Rhinastock sont les protecteurs qui ont permis à Rhinocéros d'évoluer. Autre cas assez explicite, nous avons Sucroquin qui évolue en Cupcanaille grâce au Chantibonbon. Le fait qu'on passe d'une barbe à papa à un Cupcake, ça ne paraît pas très logique au premier abord. Mais le Chantibonbon se rapprochant du Cupcake, ça rend la chose beaucoup plus cohérente. Et ça marche avec tous les Pokémon évoluant de cette manière, mais je ne vais pas tous les citer. Et pour tous les cas, ils gardent un attribut des objets qui leur a permis d'évoluer. C'est très intéressant, cependant, pourquoi il est nécessaire de les échanger pour les faire évoluer? Donc pour ma part, je n'ai rien trouvé de concret, mais j'ai une spéculation qui peut être assez intéressante. Comme vous le savez, lors de l'échange, les Pokémon sont numérisés. Je pense qu'il y a un bug informatique qui fait fusionner l'objet, le Pokémon en question. Bon, seul contre-argument, c'est qu'à la fin de l'échange, le Pokémon garde l'objet en question, donc ça paraît pas très logique. Et c'est sur cette note-là qu'on va conclure ce Poké Savoir. Bon, j'aurais pu parler d'autres cas un petit peu plus exotiques, tels que la fusion des 3 oiseaux légendaires dans le manga. Ouais, comme quoi chaque manga a son instant bullshit. Donc voilà, c'est la fin de ce Poké Savoir, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, mes très chers Poké élèves. Au revoir.